La première fois que j'ai mis les pieds sur LinkedIn, je me suis clairement demandé où j'étais tombé. Vous êtes plutôt un patron ou un leader? Je découvrais un monde très bizarre. Je travaille dans l'avion pendant que d'autres regardent Netflix. Volez mes 10 tips pour exploser votre productivité. Une armée de clones qui faisaient des trucs étranges. Cela fait maintenant 1 an tout juste que j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Félicitations Thibaut. Et puis du photostock marketing avec des mecs en cravate, on est passé aujourd'hui à une version plus cool, en apparence. Aujourd'hui, c'est devenu le règne du storytelling inspirationnel, de l'auto-cirage de pompe. Il y a une année, en février 2019, ma grand-mère décédait le jour où notre site établissait son record d'audience, pour l'époque. En ce 31 janvier, mon grand-père s'est également éteint alors que nous venions de terminer le plus gros mois de l'histoire du site. Là où s'arrête une histoire, une nouvelle commence. C'est à la fois triste et magnifique. Repose en paix. Où on n'hésite plus à pousser dans l'émotionnel, du signalement de vertu déguisé. Comme ce patron qui montre un selfie de lui en train de pleurer parce qu'il vient de licencier 2 de ses employés. Le grand débat, pain au chocolat ou chocolatine. C'est quoi ce bordel? D'un point de vue extérieur, on se dit que c'est ridicule ce genre de contenu. Il y a même des groupes qui se partagent des posts LinkedIn juste pour rigoler et se moquer. Et puis, on regarde l'engagement sous ces posts. Le nombre de commentaires, le nombre de likes. Et ça cartonne en fait. Et si l'engagement est important, en récompense, l'algorithme va offrir une visibilité démentielle. Aussi bien que des influenceurs LinkedIn ont émergé avec le temps. Et un écosystème spécial LinkedIn est né. Des créateurs stars qui expliquent comment faire comme eux à d'autres, qui à leur tour feront des posts pour expliquer comment faire comme eux, bref. Aujourd'hui, LinkedIn a évolué selon ses propres codes. Et... ah mais attendez, c'est moi ça? Et oui, moi aussi, je suis devenu un de ces nazes qui balancent des pavés de 3000 caractères indigestes. Je suis maintenant l'un d'entre eux. Je suis passé de la stupéfaction, crois en tes rêves, à la participation active sur plusieurs années. J'ai donc vu la plateforme évoluer de l'intérieur. J'ai vu des entreprises se lancer et grossir grâce à LinkedIn. Justine Hutto avec Respire, Grégoire Gambato avec Germinal. J'ai vu la puissance du truc d'un point de vue business. Quasiment tout mon chiffre d'affaires provient de LinkedIn. Comment certains l'utilisent bien, comment beaucoup l'utilisent très mal, voire en sont victimes, et comment on triche aussi. Le tout créant cette mécanique infernale de gênance et de bizarrerie. On est sur du bon poste. Là, on est sur du LinkedIn. Alors là, c'est imbattable. Avec la photo. Avec la photo. Le loser qui regarde le mec devant. De plateforme de CV en ligne à aujourd'hui la boîte qui a tout raflé sur le monde pro, rassemblant près de 1 milliard d'utilisateurs, je crois avoir bien compris les coulisses de sa croissance. Si LinkedIn est si bizarre, je sais pourquoi. Et je vais vous expliquer. Si vous apprenez rien, je vous rembourse. Sur LinkedIn plus qu'ailleurs, on assiste à un théâtre géant où chacun joue son rôle. Et il y a des raisons à ça. Déjà, LinkedIn a proliféré sur la base du comportement humain ancestral. Il faut comprendre que dans notre vie de tous les jours, on joue même d'ailleurs plusieurs rôles en fonction des situations ou des périodes de notre vie. Devant votre ami d'enfance ou devant votre boss, vous n'êtes pas la même personne. Il m'a demandé quel était mon plus grand défaut. J'ai répondu perfectionniste. Vous ne portez pas le même masque. Selon le sociologue Erving Goffman, on adapte le personnage que l'on présente en fonction des personnes avec qui on est en interaction. C'est l'interactionnisme symbolique, ça s'appelle. Pour moi, on peut créer une analogie de notre vie sociale avec le marketing. Suivez-moi là-dessus, vous allez voir. Partons de l'hypothèse qu'on est tous un produit dont on modèle la perception pour les autres. Ça dépend si on veut séduire, apitoyer, impressionner, convaincre, faire peur, etc. Il y a la communication explicite, c'est ce qu'on va dire, et d'un autre côté, il y a tout ce qui va être perçu, c'est-à-dire le branding. Ça diffère en fonction des situations, par rapport à l'image qu'on pense être la plus profitable pour nous à l'instant T. Bien sûr, c'est très circonstanciel au milieu et à qui on a en face. Les réseaux sociaux sont en réalité un amplificateur de ces comportements, car ils nous donnent la possibilité de modifier, d'éditer la perception que les autres auront de nous. C'est comme la vraie vie, mais avec le bouton « Edit ». On a le pouvoir de nous mettre en scène pour maîtriser notre branding. Oui, voilà, on va donc parler ici de personal branding. Pourquoi avez-vous choisi cette photo pour votre compte Instagram et pas l'autre? Finalement, si vous avez un truc à vendre ou pas, ça change rien à la mécanique. Vous montrez délibérément une facette spécifique de votre personnage, soit pour appuyer sur votre côté cool, soit pour votre street cred, soit pour appuyer sur la réussite, sur votre sensibilité, soit sur le fait que vous êtes anticonformiste et que vous vous foutez du regard des autres. Signalement de vertu. Dans tous les cas, c'est toujours une question de statut par rapport aux autres. Bref, et LinkedIn dans tout ça. Eh bien, on retrouve le même mécanisme par design.
Déjà parce que LinkedIn est un réseau social, mais surtout parce que bien qu'étant un réseau professionnel, il a été décidé que les profils d'entreprise n'auraient pas de visibilité quand ils postent. Si vous faites un post avec un profil d'entreprise, c'est 10 fois moins de visibilité, c'est comme ça. C'est une particularité de l'algo et on verra plus tard le pourquoi de ce choix. Donc si vous voulez jouer au jeu de LinkedIn, il faut jouer au jeu du personal branding, dans le monde professionnel. Vous parlez en votre nom avec votre tête, et là, automatiquement, tous les principes énoncés plus tôt vont s'appliquer. Votre profil devient votre masque. De plus, il y a une surcouche qui a toute son importance, évidemment, c'est qu'on est dans le monde professionnel. C'est dur pour les utilisateurs de LinkedIn de ne pas faire le lien entre leur activité sur la plateforme et leur réussite professionnelle. Argent, opportunités business, recrutement, etc. C'est ce qui donne d'ailleurs à LinkedIn un petit côté winner des années 80, un peu désuet. Mais c'est encore un amplificateur supplémentaire pour travailler son personal branding et être dans la constante autopromotion. Parce que vous avez vraiment un truc à vendre en fait. C'est mon hypothèse de départ qui devient donc réalité. On est tous un produit sur un marché concurrentiel. Et une fois qu'on a mis le nez là-dedans, on rentre donc très facilement dans la comparaison sociale. Et on va faire appel à un autre concept de sociologie pour comprendre ce qui se passe à ce niveau-là, la théorie du désir mimétique de René Girard. Alors dit comme ça sonne un peu universitaire franchouillard chiant, certes. Son auteur, René Girard, mon invité de ce soir. Mais il faut savoir que René Girard est devenu l'idole de toutes les grosses têtes de la Silicon Valley. Oui, tous ceux qui font les apps que vous avez dans votre téléphone. Là. Et notamment un certain Peter Thiel, juste un des fondateurs de la PayPal Mafia avec Elon Musk, le premier investisseur à avoir backé Facebook. Et dans son portefeuille plutôt impressionnant, on retrouve entre autres LinkedIn. Tiens. Peter, il parle tout le temps de René et sa théorie du désir mimétique. En gros, l'idée c'est que mon désir est dicté par le désir de l'autre. C'est parce que d'autres veulent un truc que moi je vais le vouloir. C'est parce que tout le monde veut une Rolex que la marque est attractive. Sur LinkedIn, on a tendance à valoriser tous les mêmes choses, comme le nombre de followers, la réussite professionnelle, la thune. Oui, parce qu'on n'hésite pas sur LinkedIn à dire combien on gagne, même si c'est gonflé ou maquillé. En réalité, c'est juste des consultants qui ont gonflé leurs tarifs et derrière, ils le communiquent comme si c'était un panier moyen. Et ça explique très bien pourquoi, au bout d'un moment, on a l'impression d'avoir affaire à une armée de clones quand on arrive sur LinkedIn. Car plus on désire ce qu'a l'autre, plus on se copie et plus on se ressemble. Le désir mimétique engendre donc une rivalité mimétique. Et c'est cette rivalité qui est vecteur d'engagement. Et oui, c'est ça le vrai nerf de la guerre pour LinkedIn. Vous faire rester le plus possible, vous engager émotionnellement pour vous faire revenir le plus souvent possible. Donc bien sûr, il y a des intérêts professionnels et économiques, mais c'est une minorité qui en profite vraiment. Pour le reste, c'est une quête inconsciente de dopamine dans une bataille de comparaison et de reconnaissance. On se compare avec des gens qu'on estime au-dessus, ceux qui ont un statut qu'on estime supérieur. On est impressionné, on veut être pareil. Mais le truc, c'est qu'on compare leur vitrine marketing avec notre arrière-boutique. Alors, ça appuie sur les névroses, ça pousse à améliorer son propre statut, voire tricher un peu, ou beaucoup, pour atteindre un niveau supérieur. Mais toujours selon les standards mimétiques de LinkedIn. Et c'est pour ça que ça paraît si ridicule de l'extérieur. On n'est plus freelance, on devient CEO de sa propre agence de 1. Alors on se moque souvent des infopreneurs et jusqu'où ils ont poussé le fake it until you make it. Mais sur LinkedIn, on retrouve exactement le même principe. On se compare aussi aux gens qui sont au même niveau que nous, et ça c'est rassurant. On est bien dans la norme, on a bien raison de faire ce qu'on fait. C'est le biais de conformité. C'est pour ça que passé le sentiment de bizarrerie LinkedIn du début, on finit par penser que c'est normal. Et on se conforme aux standards. Et puis enfin, bien sûr, il y a la comparaison descendante, on se compare avec les gens qu'on estime en dessous, et ça fait toujours plaisir, ça renforce l'estime de soi. L'échelle de statut est toujours relative. Entre les débuts de LinkedIn, quand régnait le cravate marketing avec des photos stock aseptisées partout, et maintenant, où ça paraît plus cool, mais juste en apparence, car le conformisme a juste vu ses codes évoluer, il y a pour moi un élément structurant qui sert de fil rouge dans le fond, la quête éternelle de la crédibilité. Quel naze! Ça, c'est la photo que j'ai choisie pour faire du personal branding quand j'ai commencé à vouloir faire de la visibilité pour mon activité pro en 2018. Et au moment où je fais cette vidéo, la photo est encore sur mon site. Pourquoi c'est nul? Parce que c'est exactement la même photo que font tous les consultants. Chemise, bras croisés, t'inquiète, je s'occupe de tout, tu s'occupes de rien. Pourquoi j'ai fait ça alors? Si ça me paraît évident aujourd'hui, j'ai évidemment été piégé à ce moment-là dans le biais de conformité. Vouloir avoir l'air respectable et vouloir s'intégrer au mieux dans ma catégorie marketing, en l'occurrence consultant.
Et c'est le truc qu'on maîtrise pas forcément au début, mais si tout le monde se ressemble, si tout le monde fait la même chose, pourquoi des clients vous choisirez vous? Et c'est ça pour moi le péché originel de LinkedIn. On veut être ce qu'on pense être le plus respectable. Et ça nous vient directement du genre de masque qu'on porte dans les entretiens d'embauche par exemple. Ah, vous aimez le kayak? LinkedIn, c'est comme un entretien d'embauche qui s'arrêterait jamais en fait. Surtout que, détail des plus importants, sur LinkedIn, votre boss, votre client, voit tout ce que vous faites. Vous publiez, vous commentez, vous likez. Tout votre réseau, votre entourage pro le voit. Pas besoin de publier d'ailleurs le moindre post pour alimenter cet écosystème qu'on vient de décrire. Parce que la viralité du feed LinkedIn marche comme ça. Si quelqu'un de mon réseau like un post de quelqu'un qui n'est pas dans mon réseau, je vais voir le post alors que la personne je la connais pas. Avec la mention machin a liké ça. Donc comme tout le monde fait attention à l'image qu'il renvoie, les gens ne likent pas ce qu'ils aiment vraiment, mais les contenus qui vont renvoyer une bonne image d'eux-mêmes, avec lesquels ils seront à l'aise d'être associés. Le tout selon les standards LinkedIn. Et voilà pourquoi ça tourne en rond. La comparaison mimétique entraîne la création de clones, jusque dans le comportement de liker et de commenter. La rivalité ne donnant non pas naissance à des velléités de différenciation radicale, pour avoir une chance de sortir du lot par exemple, mais juste de la surenchère tiède. Pour être mieux que les autres, on va juste pousser un tout petit peu le bouchon plus loin. L'autopromotion, l'émotionnel, la provoque. J'ai donc avec le temps vu l'évolution de la fenêtre d'Overton LinkedIn, c'est-à-dire du cadre acceptable du contenu. Ce qui nous aurait choqué il y a 4 ans ne nous choque pas tellement aujourd'hui. Parce qu'il y a eu un glissement progressif. Et voilà pourquoi c'est tellement bizarre pour quelqu'un qui débarque aujourd'hui. Plus le temps passe et plus ça semble venir d'une autre planète. Donc récapitulons. Des photocopies de posts, et pour les plus fous, des tentatives de différenciation molle par de la surenchère de ce qui marche déjà. Mais tout en restant toujours dans la norme, parce qu'il faut être respectable. Le problème dans cette mécanique mimétique, c'est qui on va prendre comme exemple. Le gros switch, selon moi, entre la plateforme de CV en ligne et ce qui est devenu LinkedIn aujourd'hui, commence vers 2016-2017, avec des créateurs comme Josh Fetcher, qui va affiner sa strate de contenu et distribuer des e-books comme celui-ci, Influenceur LinkedIn, que tout le monde essaiera d'appliquer par la suite. Il décrit notamment à l'intérieur les nouveaux formats de posts qu'il a vu cartonner. Cette façon de faire et l'accès à la viralité a donné naissance à des gens qui ne font plus la promotion d'un business existant comme lui, mais à des influenceurs LinkedIn, qui commencent par créer une audience et après voir comment ils vont la monétiser. Ça a donné des vendeurs de prestations LinkedIn, genre ghostwriting, et la vente de formation. Le modèle pour ça, c'est Justin Welsh, qui a aujourd'hui 500 000 abonnés. Et c'est à partir de 2019 que ça a été vraiment transposé en France, avec Grégoire Gambato, CEO de l'agence Germinal à ce moment-là, donc lui aussi dans la dynamique de faire la promotion d'une activité existante. Il a eu un succès énorme avec des templates de posts copyrightés qui marchent encore aujourd'hui, avec l'accroche qui interpelle, le storytelling, les emojis, et le second degré de ci de là, jusqu'à la volonté d'être clivant, transparent, de célébrer un truc. D'ailleurs, au passage, le post célébration, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Sur LinkedIn, ça marche à tous les coups. Il suffit de célébrer un truc et on vient vous dire bravo, même si on vous connaît pas. Donc ça et tout plein d'autres formats qui identifient comme des créateurs d'engagement. Alors, aujourd'hui, on va voir les posts qui engagent, les types de posts. Des posts avec lesquels ceux qui like et commentent trouvent un intérêt à être associés aux yeux de leur entourage professionnel. C'est aussi un peu avec lui que sont nés des groupes comme Nurshi de LinkedIn sur Facebook ou le compte Twitter Disruptive Human of LinkedIn. Des endroits où on vient dire ce qu'on pense des posts et qu'on n'ose pas faire sur LinkedIn, ou alors où on se moque de l'écosystème LinkedIn avec un regard extérieur. Aujourd'hui, le LinkedIn francophone, c'est clairement des enfants de Grégoire Gambato. Et même si les nouveaux influenceurs ne le savent pas forcément. Ces nouveaux influenceurs, eux, sont dans le modèle Justin Welsh à fond. Solopreneurs, vente de petits produits numériques et tout. Et ils font leur business sur l'audience créée grâce à LinkedIn. Ce sont eux les stars de LinkedIn, ce sont eux les modèles, et c'est ça le problème. La mécanique mimétique s'étant mise en place, ils deviennent les références à copier pour d'autres créateurs de contenu qui n'ont pourtant ni la même cible, ni le même produit. Un influenceur LinkedIn qui vend des formations LinkedIn, il peut bien faire un post sur la mort de son grand-père. Faire pleurer dans les chaumières, c'est ok. Car lui, son étalon crédibilité vient du nombre de likes et de commentaires. Plus il y en aura et plus il enverra le signal à ses clients potentiels
que c'est la personne de la situation s'ils veulent le même succès. Mais si vous vendez un logiciel de gestion pour grand compte, ça va évidemment pas marcher du tout. Vous pourrez bien sûr toujours avoir des likes et des commentaires sur l'histoire de la mort de votre chien, mais ce n'est pas du tout les bons attributs à mettre en avant pour convaincre votre cible. Vous allez vous griller. Sur LinkedIn, la fame est pas égale au revenu. Et ça, c'est pas la seule leçon que j'ai retenue à observer LinkedIn toutes ces années. LinkedIn, c'est des nuls. Voilà ce que j'ai cru pendant des années. Tellement mécaniquement, c'était hyper facile d'avoir de la viralité. Ce qui explique d'ailleurs aussi cette ruée vers l'or de l'engagement. Un fonctionnement des plus simplistes qui s'explique par une growth loop de referral, c'est-à-dire de recommandation. Et ça s'appelle la boucle d'engagement social. Contrairement à la recommandation habituelle comme le bouche à oreille qui est volontaire, il s'agit ici de recommandation involontaire qui va permettre de toucher des nouvelles personnes. Je crée du contenu sur LinkedIn, mon premier cercle like et commente, mes utilisateurs donc, ce qui me permet de toucher le deuxième cercle, qui peuvent me découvrir, s'abonner ou à leur tour s'engager avec mon post, ce qui me fera toucher un troisième cercle. Une fois qu'on a compris ce système, il y a deux axes d'optimisation. 1. Maximiser la portée auprès du premier cercle. 2. De façon générale, donner envie aux gens de s'associer publiquement à votre post. Pour le premier point, on ne peut pas faire abstraction du réseau de départ. Difficile de déclencher une viralité folle avec un réseau de 2 personnes. Il y a donc une densité critique à atteindre. Et cette densité critique, elle a longtemps été forcée par les utilisateurs. C'est-à-dire aller soi-même ajouter des gens à son réseau tous les jours. Alors c'est à la main ou avec des robots. Moi à un moment j'ai utilisé Phantom Buster par exemple. Aujourd'hui la limitation est à 50 demandes de connexion par jour. Mais avant c'était la fête, LinkedIn laissait faire. Aussi ce qui a beaucoup marché et ce qui marche encore aujourd'hui c'est les pods. Avec des outils comme Lempod ou Podawa par exemple, vous créez un groupe privé avec vos amis ou vous vous mettez dans un groupe public. Et ça va auto-liker et auto-commenter à chaque fois que vous allez faire un post. Certains le font aussi avec des groupes WhatsApp par exemple. Ce qui nous donne des trucs genre 150 likes et 6 commentaires nuls, de toujours les mêmes personnes, du genre super intéressant. Et quand on connaît, on reconnaît évidemment très facilement les utilisateurs de pod. Ça par exemple, 201 likes pour un commentaire, ça n'existe pas dans la vraie vie. Et le truc c'est que si vous essayez d'utiliser ce genre de technique sur Insta, vous allez être bloqué ou shadowban hyper vite. Mais LinkedIn laisse faire aussi. Pourtant, apparemment, ça pourrait se régler facilement. Encore une autre raison que j'avais de croire qu'ils étaient nuls. Et il y a aussi le classique ressources contre commentaires, où on force les gens à mettre un commentaire s'ils veulent recevoir un truc qu'on va envoyer par MP. J'ai moi-même utilisé ce genre de post à un moment, ça marchait très bien. Comme là, par exemple, 2000 commentaires pour 350 000 impressions. Autre avantage de faire tout ça, la preuve sociale. Comme sur tous les réseaux sociaux, il y a une certaine densité critique de likes et commentaires à avoir pour être respecté. Et ne pas refroidir les envies de s'engager publiquement avec votre contenu. Personne ne veut être le seul à commenter un post. En particulier dans le contexte LinkedIn, où tout le monde voit ce que vous avez fait. Par contre, participer à un post qui cartonne déjà, participer à la hype, ça oui, biais de conformité. Exactement le même contenu publié par une star de LinkedIn ou un inconnu, ça passera du carton à l'échec total. Voilà donc les façons de maximiser la portée du premier cercle. On verra bien sûr juste après le revers de la médaille de ces techniques. Deuxièmement, comment donner envie aux gens de s'associer publiquement à votre post. Alors déjà, il y a une technique nulle qui marche très bien, c'est taguer quelqu'un en disant du bien de lui. Alors je parle pas de taguer 50 personnes, mais juste une seule. Comme ça donne une bonne image de la personne, elle va venir liker ou commenter, en sachant qu'il y a des chances que son action participe à la diffusion du post, et donc à la diffusion de son image positive. Moi je peux vous le dire, avec moi c'est automatique. Si vous me taguez, je viendrai commenter « Merci pour la mention ». Smiley lunettes. Ça participe à ma visibilité et ça me fait avoir l'air d'une référence. Et ça fait plus de visibilité pour le créateur, donc n'hésitez pas. C'est gagnant-gagnant, mais évidemment ce genre d'accord tacite participe un peu plus à la bizarrerie du réseau bien sûr. En plus de l'auto-cirage de pompes, ça se cire les pompes mutuellement. Comme on l'a vu, il y a aussi bien sûr les formats qui déclenchent de l'engagement, avec les règles qu'on connaît désormais. Pour chaque poste, l'indispensable numéro 1, c'est l'accroche. Une bonne accroche doit créer une émotion. Curiosité, peur, indignation, colère, espoir, etc. Ce petit garçon est aujourd'hui millionnaire, entre parenthèses, grâce à l'amour. Suspense. Poser le sujet pour faire comprendre où ça va, et faire percevoir la valeur si on continue à lire. Parce que le but, c'est que les gens cliquent sur le bouton « Voir plus ». C'est tout. Et ce clic envoie un premier signal positif à l'algo. Le reste du taf, c'est arriver à faire lire le post jusqu'au bout,
Donc une question de copywriting, de storytelling. À l'école, tout le monde le surnommait l'homme invisible. L'algo considère aussi le dwell time, c'est-à-dire le temps passé sur le post. Et bien sûr, si on peut déclencher des commentaires longs si possible, qui ressemblent à des discussions, sinon ça marche moins bien. Ce petit garçon a maintenant 49 ans. Il s'appelle Elon Musk. Dans ce contexte, les posts se ressemblent tous, certes. Qui fait monter l'urgence et qui rend le clic sur voir plus inévitable parce que c'est l'objectif de l'accroche. Mais l'audience a tellement l'habitude de voir tout le temps les mêmes formules qu'elle reconnaît immédiatement les patterns et identifie immédiatement le genre de post avec lequel elle va pouvoir s'associer ou non. Ça fait gagner du temps aussi, c'est pratique. Et on revient bien sûr à la question du branding de chaque profil. Finalement, assez souvent inconscient, c'est un peu le problème, c'est pas maîtrisé, on va en reparler. Les utilisateurs LinkedIn décident donc de faire une association d'images avec un post en s'engageant, car ils y trouvent un intérêt. S'associer de près ou de loin avec un profil, une idée, c'est accepter que les attributs de branding associés vont venir déteindre sur soi. Si je like le post d'un type qui tient un tableau Velleda dans les mains, où il y a écrit « Ce qui te tue pas te rend plus fort », je suis à l'aise avec l'idée d'être associé avec tout ce que ça représente. L'inspirationnel, le positivisme, j'estime que c'est une bonne image à montrer, je suppose. Si je réagis à un post clivant de manière violente, c'est parce que je veux signifier mon positionnement. Ou en tout cas, je suis à l'aise avec l'idée de le faire. Mais c'est toujours par rapport à ceux qui regardent. Et ceux qui regardent, ils sont très nombreux. Il y a 3 comportements sur LinkedIn. La création de contenu, l'engagement régulier sous d'autres posts, et le silence. La majorité des utilisateurs sont dans le silence, ou l'activité très ponctuelle. On ne voit que la partie émergée de l'iceberg qui boucle sur des comportements mimétiques. Mais les autres vous regardent. Et le plus souvent, vos clients potentiels, ils sont là-dedans. Certains comportements de créateurs ou de commentateurs vont clairement à l'encontre de leurs intérêts. Le créateur, par exemple, croit qu'il faut publier tous les jours. Mais ça sert à rien de publier si c'est pour dire des trucs nuls. Ses clients potentiels vont le voir passer, certes, mais ils vont surtout voir qu'il n'a rien à dire d'intéressant. C'est pas juste neutre au pire des cas, c'est vraiment préjudiciable. Surtout que pour assurer le volume sur le long terme, on va se laisser aller à la facilité, en reprenant les mêmes formules mimétiques que tout le monde utilise. Et là, non seulement c'est pas intéressant, mais vous n'avez aucun élément de différenciation. Je répète, mais pour quelle raison vous choisirez-vous si vous faites pareil que les autres ? Il y a cette même injonction de présence chez les commentateurs, qu'ils se disent qu'il faut qu'ils commentent 10 posts par jour, pour montrer qu'ils sont présents. Et encore une fois, le plus simple, c'est de s'engager avec ce qui paraît le plus respectable selon les standards LinkedIn. Pour moi, ces comportements sont la plupart du temps pas vraiment stratégiques, mais plutôt subis. Et c'est dû à un manque de maîtrise de son branding, de la cohérence qu'on est censé proposer. Et aussi un manque de recul sur le contexte. Voici quelques points pour l'exemple. Les pods, donc la trichouille, ça peut marcher si vous avez une audience mainstream. Si vous êtes dans le marketing, vous risquez de vous griller. Moi, par exemple, je peux pas me permettre d'être vu par des experts marketing comme un rigolo qui triche. Mais c'est lié à ma stratégie et à mon audience cible. Autre chose, chercher absolument à faire augmenter son nombre de followers. Ça peut s'avérer mortel pour votre profil. Avec des robots bourrins mal ciblés ou alors avec du contenu contre commentaire en type de post, le problème c'est que votre prochain post sera montré d'abord à un panel de votre premier cercle. Donc si ces derniers ne montrent pas d'engagement avec le post, la diffusion s'arrête là. En forçant l'abonnement, et ça c'est valable sur tous les réseaux sociaux, vous diluez votre audience avec des gens qui s'intéressent pas vraiment à votre contenu en fait. Et donc vous n'arriverez pas à enclencher la boucle d'engagement social qui est pourtant le plus gros levier de croissance LinkedIn. Votre premier cercle doit être activé, c'est-à-dire des gens qui ont expérimenté la valeur de votre contenu et qui ont décidé d'être spammés par vous. Sinon vous êtes condamné à booster vos posts avec des pods pour que vos abonnés voient quand même vos posts, même si personne n'engage dessus. Troisième point, ne jamais oublier qui vous donne des conseils, pour quelles raisons et avec quelle cible. Bizarrement, aucun créateur de contenu ne parle de l'impact des pods sur sa visibilité, même ceux qui expliquent comment obtenir une viralité. Ne vous attendez jamais à ce qu'on vous dise la vérité quand on vous donne des conseils. Enfin, quatrième point, pendant très longtemps, tout le monde se vantait du nombre de vues de ses posts. Du genre, cette année, j'ai fait X millions de vues sur LinkedIn. J'aimerais m'attarder sur ce point parce que c'est très révélateur. Alors premièrement, c'est toujours des vues cumulées. Est-ce qu'une vue, ça veut dire que quelqu'un a vu le post ? Non en fait. Ça veut juste dire qu'il a été proposé dans un fil d'actualité et que quelqu'un potentiellement a snobé le truc en scrollant par-dessus. Une vue YouTube par exemple, c'est quand quelqu'un a regardé une vidéo au moins 30 secondes. C'est pas la même chose. Donc en fait, c'est un abus de langage qui a été créé par LinkedIn
et qui a perduré au-delà même du moment où ils ont décidé d'appeler ça par ce que c'était vraiment, c'est-à-dire des impressions. Et c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Si vous avez fait de la pub Facebook par exemple, vous savez, jamais personne va se vanter d'un nombre d'impressions. La question c'est pourquoi LinkedIn appelait ça des vues et pourquoi il continue de pousser ce chiffre-là dans les tableaux de bord des utilisateurs. Et pourquoi pas les clics sur voir plus, qui serait pourtant beaucoup plus proche de la réalité. Eh bien il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a la rétention des créateurs de contenu. Le modèle Hooked de Nir et Yole est clairement identifié ici. Un déclencheur, une action, une récompense variable, un investissement. Et pour amplifier cette récompense aléatoire du créateur, LinkedIn lui donne ce nombre d'impressions. Il sera plus à même de s'engager davantage dans la création de contenu pour faire augmenter ce chiffre. Deuxièmement, l'engagement de nouveaux créateurs. Un post qui se vante de millions de vues incite les autres utilisateurs à s'y mettre à leur tour, ou à s'y mettre davantage. Système mimétique. Troisièmement, le referral, la recommandation. C'est l'équivalent du point précédent, mais en ramenant des gens de l'extérieur de LinkedIn. Voilà, j'ai fait X millions de vues sur LinkedIn, venez les copains. Et quatrièmement, faciliter la création d'une économie autour de LinkedIn. Et oui, parce que ces nombres de vues, ils servent de matière marketing pour tous ceux qui veulent vendre des prestations ou des choses en rapport avec LinkedIn. Donc voilà pour les éléments qui permettent plus de contextualiser sa situation et de prendre les bonnes décisions. Bien sûr, une grosse présence sur LinkedIn est extrêmement bénéfique d'un point de vue branding. La répétition va vous mettre en top list dans les références de votre discipline et sur le long terme, les leads arrivent. Encore faut-il se différencier, être remarquable et fitter parfaitement avec les attentes de son audience. Avoir une stratégie de branding quoi. Et ne pas être victime des mécanismes en action. Mais que vous soyez victime ou non, tant que vous restez engagé sur la plateforme, c'est tout ce que cherche LinkedIn. Ils ne sont pas si nuls que ça en fait. Et ouais, j'avais complètement tort. Chez LinkedIn, ils sont pas à l'arrache avec leur algo, ils sont pas dépassés par des événements. Ils sont pas victimes de vilains pods qu'ils n'arrivent pas à contenir. Ils savent très bien ce qu'ils font et pourquoi. Par exemple, pourquoi ne permettre de jouer au jeu de la viralité uniquement avec des profils personnels ? Déjà parce que quand on reçoit un message d'une vraie personne à qui on peut s'identifier, notre niveau d'engagement augmente, plutôt que quand c'est une entité opaque. Mais aussi parce que quand, en tant que créateur, on parle à titre personnel, on engage émotionnellement l'identité de son personnage dans le grand théâtre. C'est donc un moyen d'avoir des créateurs beaucoup plus engagés. Derrière, on va pousser à toujours fignoler un peu plus son profil en montrant le taux de complétion qui est jamais à 100% vraiment. Ça, c'est de la gamification pour vous pousser à jouer encore. Et puis, une fois que vous êtes dans le jeu, le but, c'est vous faire passer en premium à 50 € par mois. Tu veux savoir qui s'intéresse aux personnages que tu travailles tous les jours ? Eh bien, je te le dirai si tu payes l'abonnement. On est exactement dans les mêmes mécaniques que les sites de rencontres là. LinkedIn, ils sont très bons en fait. Tellement bons qu'ils se sont lancés récemment dans l'idée de concurrencer Google. Ils ont créé une nouvelle feature appelée Collaborative Article. Et ça, c'est du grand art, je vous explique. Grâce à l'IA, ils génèrent des questions business susceptibles d'attirer des lecteurs. Et ils permettent à des membres LinkedIn de venir apporter leur contribution, de venir répondre. Donc à première vue, on a affaire à une grosse loupe de rétention qui vient renforcer l'engagement des créateurs de contenu. Parce que les gens qui postent déjà seront incités à contribuer et ceux qui sont plus dans le silence pourront se permettre de faire des contributions sans avoir à passer par la case création de post. Ça réduit ainsi les frictions du passage à la création de contenu. On comprend aussi qu'avec cette forme de contenu en UGC incentivé, donc en contenu créé par des utilisateurs incités, on se rapproche d'un Wikipédia ou d'un Quora. Mais qui dit UGC dit une autre forme de grosse loupe, la boucle SEO utilisateur. Alors celle-là, on l'a déjà vue sur Pinterest par exemple. Et ça permet de faire apparaître un contenu créé par un utilisateur, donc un pin, dans les résultats de recherche Google. Pour LinkedIn, les Collaborative Articles sont bien sûr optimisés pour le SEO. Donc ce contenu initié avec l'IA et enrichi avec des vrais points de vue se retrouve dans les résultats de recherche. L'idée est donc de diffuser du contenu quali créé à la chaîne, là où les gens ont l'habitude de chercher des réponses de contenu professionnel, c'est-à-dire Google, pour les entraîner progressivement à aller chercher le contenu directement à la source, c'est-à-dire LinkedIn. Et ainsi court-circuiter le layer Google dans l'expérience de recherche de contenu pro. Exactement comme Amazon a réussi à faire pour pas mal de personnes. Désormais, ils lancent leur recherche shopping directement sur la plateforme. Ce qui est beau, c'est que ça existe déjà, les fermes de contenu avec de l'IA. Ça envahit les résultats de recherche avec des contenus plus ou moins nazes. Là, non seulement le contenu est enrichi par des vrais experts, donc un contenu qui ne pourra pas être reproduit par l'IA, mais ensuite il suffit à LinkedIn de reproposer l'article et la contribution pour rafraîchir le contenu. Google aimant les contenus frais et mis à jour, cela va jouer évidemment dans les positions. Avec cette feature qui paraît anodine,
LinkedIn réalise un coup de maître. Grosse loupe d'acquisition, de rétention, engagement. Ça loupe dans tous les sens et ça ne fait que renforcer avec le temps le network effect. C'est-à-dire que plus il y a de monde, plus il y a de valeur, plus il y a de valeur, plus il y a de monde, etc. Et LinkedIn, c'est du très haut niveau en fait. LinkedIn trouve donc toujours le moyen de capitaliser sur les comportements humains naturels dans le monde professionnel. Et à chaque fois, ils ajoutent une nouvelle couche d'optimisation growth marketing qui maximise l'engagement des utilisateurs. Et peu importe si ça a l'air bizarre de l'extérieur ou pas. Finalement, sur le nombre d'utilisateurs, je trouve que très peu de monde tire vraiment son épingle du jeu d'un point de vue business. Ce que je vois surtout, c'est de la reproduction de comportements, alimentée par l'espoir d'avoir plus de visibilité, plus de fame, mais sans vraiment une maîtrise stratégique. Certains ont par contre parfaitement compris comment maîtriser les mécaniques en action. Alors oui, LinkedIn est bizarre et ça va pas s'arranger. La bizarrerie de LinkedIn fait intrinsèquement partie des leviers de croissance qu'elle a utilisés pour grossir. Elle fait intrinsèquement partie des leviers de croissance qui sont proposés aux utilisateurs qui ont compris comment en tirer un intérêt.